Et la réponse d'Ottawa à la tragédie de Kamloops sera bien évidemment notre premier sujet de discussion avec Joëlle Denis, Althia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Je vais poser d'abord la même question à chacun d'entre vous pour commencer. Je me demande, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du premier ministre Trudeau à la découverte de ces restes de ces enfants autochtones en Colombie-Britannique? Althia, d'abord. Honnêtement, Esther, j'ai trouvé ça assez surprenant que c'est pas venu tout de suite. Alors, la nouvelle est sortie jeudi soir, le 27 mai, puis le 28 mai, il a envoyé un tweet. C'était une réponse au tweet de Mark Miller, le ministre responsable, mais qui indiquait qu'il était outragé, désolé de voir cette tragédie-là. Mais on n'a pas entendu parler du premier ministre de vive voix jusqu'à lundi, le 31 mai, durant une conférence qui était pour un autre sujet, le support aux entrepreneurs noirs. Puis, je pense que ses propos lundi, au moins il a dit quelque chose, mais c'est quand même un gouvernement qui s'est prononcé comme parti d'opposition en 2015 lors des élections en disant qu'elle allait faire des grands changements sur toute la question et les enjeux qu'ils ont rapport aux Autochtones. Puis en 2019 aussi, c'était un enjeu très important durant les élections. Puis, j'ai trouvé que vraiment la rhétorique du Parti libéral et du gouvernement ne semble pas vraiment correspondre aux gestes et aux actions du gouvernement. Conrad? Je pense que, moi, j'ai pensé que j'aurais jamais vu le jour où les gens auraient critiqué Justin Trudeau d'avoir manqué de l'empathie. Et c'est ça qu'on a assisté. On a assisté à ça cette semaine, que les gens trouvaient que la réaction de M. Trudeau était un peu froide, surtout pour quelqu'un qui... on se souvient que M. Trudeau est allé aux Nations Unies en 2007 pour livrer un discours qui parlait de la grande faillite du Canada. C'est ces mots, la grande faillite du Canada, le traitement des peuples autochtones. Et les critiques, à l'époque, l'avaient accusé d'en mettre un peu trop. Et on a vu le contraire cette semaine, mais je pense que ce qu'on voit, c'est que en début de mandat, M. Trudeau n'avait pas de bilan en matière des relations avec les Autochtones. Tout était au niveau des aspirations pour améliorer la situation. Et maintenant, il commence à avoir un bilan. Et on voit que les peuples autochtones critiquent ce bilan. Et donc, je trouve qu'il est beaucoup plus sur la défensive actuelle. Joëlle Denis? Moi, je pense que dans le cas de M. Trudeau, c'est une occasion manquée pour la raison suivante. C'est que je pense qu'il aurait été justifié d'avoir un discours à la nation pour mettre le pays dans son ensemble ou préparer le pays à son ensemble à d'autres découvertes du genre que ce qu'on a vu à Kamloops. Parce que les prochaines semaines, les prochains mois vont être difficiles. D'autres fouilles auront lieu, Esther, et on va trouver d'autres fosses communes. Et je pense que la population a été choquée d'apprendre ce qui s'est passé à Kamloops lors des images, lors de la découverte de fouilles des restes de 215 enfants. Il y en aura d'autres. Et même le gouvernement l'admet, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, je pense qu'il aurait été justifié dans les circonstances que M. Trudeau s'adresse à la nation, et prépare la population canadienne à des semaines et des mois difficiles en matière de découverte sur les sites des pensionnats canadiens. Sur la réaction de l'opposition maintenant en commune, le NPD a réagi très fort, reproche au gouvernement Trudeau de continuer à poursuivre des survivants des pensionnats autochtones devant les tribunaux pour ne pas avoir à les dédommager. Là, le NPD dit que le gouvernement Trudeau est hypocrite. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction du NPD cette semaine? C'est une réaction, je dirais, typique du NPD. C'est pas surprenant. Ils ont en part raison. Le gouvernement est en cours maintenant sur deux enjeux. Un qui a rapport avec les survivants d'une école Sainte-Anne. Le gouvernement avait à dédommager de 50 000 $ tous les survivants. Ottawa dit que les gens qui ont passé 1 ou 2 jours ne devraient pas recevoir le même montant d'argent que ceux qui ont passé des années, alors qu'ils sont en cours pour ça. Ils sont aussi en cours ils sont contre une interprétation plus élargie sur le principe qui disait que lorsque des enfants autochtones qui ont besoin d'aide,
que le gouvernement devrait payer la facture et puis après, la province impliquée et le fédéral, ils peuvent se chicaner de la facture à la suite. Sur ces deux enjeux-là, c'est assez surprenant de voir que le Parti libéral, que ce gouvernement-ci, si on écoute les propos de Justin Trudeau, est en cours sur ces deux enjeux-là. Alors, je pense que c'est entièrement compréhensible que Jagmeet Singh fonce là-dessus. Puis il y a peut-être d'autres choses, en fait, que le NPD pourrait foncer. C'est 94 recommandations, les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Ouais. Il y en a moins de 12 qui ont été complétés. Juste cette semaine, depuis qu'on a cette nouvelle-ci de jeudi dernier, il y avait 2 projets de loi qui avaient rapport avec 2 recommandations qui ont soudainement été découvertes. Puis maintenant, tous les partis d'opposition et les partis à la Chambre sont d'accord. Mais maintenant, il y en a un qui est déjà envoyé au Sénat vendredi dernier, puis il va en avoir un autre aujourd'hui. C'était comme si on avait besoin d'un rappel collectif pour que le gouvernement bouge sur ces enjeux-là. Oui, parce qu'on a beaucoup effectivement parlé des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation cette semaine à la suite de la découverte de ces corps-là. Conrad, maintenant, sur justement la découverte des corps qui a été tellement accablante que l'ONU a jugé bon intervenir cette semaine. L'ONU presse le Canada de faire la lumière sur ces morts-là. Je vous demanderais quel impact a tout ça sur la réputation du Canada sur la scène internationale? C'est très médiatisé, effectivement, la découverte, parce que c'est assez horrifique. Mais c'est pas la première fois, c'est loin d'être la première fois que l'ONU critique le Canada et les bilans du Canada en matière des peuples autochtones. Et il y a plusieurs pays dans le même bateau, évidemment. Donc, je suis pas certain. Et ce qu'on regarde, ce que le Haut-Commissariat aux droits de la personne a dit, n'a rien dit qui mettrait à dos le gouvernement Trudeau, parce que tout ce que le gouvernement Trudeau a l'intention de faire est inclus dans ses recommandations. Mais ça médiatisé, ça crée un portrait du Canada à l'extérieur du Canada qui est peu réluisant et qui est auquel le reste du monde est peu habitué à voir. J'aimerais, si je peux ajouter Esther là-dessus, oui. je vous dirais que ça va affaiblir la réputation, évidemment, du Canada. Et quand le Canada va se prononcer pour faire la morale à certains pays dictateurs, comme la Chine, par exemple, en lui reprochant de ne pas respecter les droits de la personne, immédiatement, attendez-vous à ce que la Chine réplique en disant « Vous n'avez pas le droit de nous faire la morale, regardez ce que vous avez fait à vos peuples autochtones. » Donc, ça affaiblit, évidemment, la réputation du Canada, la possibilité de faire la morale aux autres. Je pense que le Canada va devoir se garder une petite gêne pour les prochaines années. Ouais. Je veux vous entendre en terminant sur la controverse qui a entouré Air Canada cette semaine. C'est l'autre histoire dont on a entendu parler, et moi, évidemment, devant l'horreur des découvertes des corps en Colombie-Britannique. Bon, mais on apprenait que Air Canada avait octroyé des bonus de 20 millions à des hauts dirigeants, alors que le transporteur a reçu près de 6 milliards de dollars, vient de recevoir, en fait, 6 milliards de dollars en fonds publics, ou vient de s'entendre avec le gouvernement pour recevoir 6 milliards en fonds publics et pour se maintenir à flot à cause des problèmes causés par la pandémie. Il y a d'ailleurs une motion qui a été adoptée aux communes aujourd'hui qui condamne ces bonus-là. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dans ce dossier-là? Bien, Chrystia Freeland qui nous a rappelé que le gouvernement est maintenant un des plus grands propriétaires de parts d'Air Canada, 500 millions, je crois, et que peut-être que ce serait une manière d'exercer plus d'influence sur Air Canada. C'est très clair que le gouvernement fédéral n'a pas vu venir ce qui s'est passé, que pendant le temps que Air Canada est en négociation avec le fédéral et que la limite sur les bonus des autres dirigeants à Air Canada faisait partie de ces négociations. Air Canada a décidé d'avant signer une entente avec le gouvernement fédéral en se limitant ces options-là, mais qu'ils allaient faire la même chose, mais juste avant de signer. Alors bon, on leur donne leur bonus, puis après, on signe l'entente en disant qu'on va plus leur donner de bonus. Ouais. Bon, alors c'est ça qui s'est passé, puis les ministres ont été surpris. Et maintenant, il semble qu'il n'y a pas
trop d'options parce qu'on a déjà signé le papier. Oui, c'est ça. Joël Denis, le premier ministre Trudeau, a réagi, évidemment. Il a demandé à Air Canada de s'expliquer, mais plusieurs posent la question, est-ce que ça remet en question, finalement, toute la gestion de l'aide économique du gouvernement Trudeau en temps de pandémie? Bien, pour ce qui est de l'aide au secteur aérien, ça a été l'un des derniers secteurs qui a obtenu de l'aide. Donc, on a vraiment fait ça à la toute fin de la crise. Et ce que je trouve intéressant, Esther, c'est que les ministres du gouvernement Trudeau ont vraiment l'impression que ça te fait passer un sapin. Et peut-être qu'on sera plus réticents la prochaine fois à vouloir dédier autant de dollars pour soutenir une compagnie. Et les conditions seront beaucoup plus strictes. On précisera que pas de bonus maintenant ou avant de signer une entente. On est en train de trouver une façon de le faire, même si ça peut être complexe, ce genre d'entente-là. Mais ça risque de peut-être refroidir les ardeurs des ministres à la prochaine fois pour secourir une industrie qui pourrait être en péril. Oui, Conrad, le mot de la fin sur ces primes alléchantes pour les hauts dirigeants d'Air Canada? Moi, c'est une perspective un peu différente parce que moi, je pense pas que le gouvernement soit surpris ou les ministres soient surpris et que ça se soit passé et qu'ils font semblant d'être outrés. Mais la première réaction de Mme Freeland n'était pas d'être outrée. Mme Freeland, c'est quelqu'un qui côtoie les PDG depuis de très longtemps. Elle sait comment ça marche. C'est pas la première fois qu'on donne de l'aide aux entreprises et on se trouve dans la même situation. Je pense que le gouvernement est déçu que Air Canada est si mal géré. La perspective communication, mais ce que l'Air Canada a fait, c'est toute entreprise le fait pour la rétention des hauts dirigeants en période de crise parce que, qu'on le veuille ou non, le travail des dirigeants d'Air Canada actuellement est très difficile. C'est l'avenir, la survie de la compagnie qui est en jeu et les décisions sont très difficiles. Il faut garder l'émergent. Il faut les garder motivés, comme on dit. Alors, Conrad Jakubowski, Altiara, Joël Denis Bellavance, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.